Notre prochain invité n'a pas besoin de présentation car il revient cette année pour une deuxième fois d'affilée à notre congrès. Bienvenue, Dr. Barrett. En à peine 18 mois comme ministre de la Santé et des Services sociaux, vous avez ébranlé les colonnes du Temple. Vous avez suscité, vous seul, plus de remous que toute l'équipe ministérielle réunie, à l'exception, bien sûr, de votre prédécesseur de la santé. Dans une entrevue au journal La Presse dernièrement, vous avez dit, et je vous cite, que l'une des erreurs commises dans le passé, c'est d'avoir pris son temps. Quand on prend son temps, on laisse le réseau le temps de s'inventer des manières de bloquer le changement. Malheureusement, beaucoup de désinformation a été véhiculée autour de vos intentions. Il y a même certains comités des usagers qui ont douté de votre engagement envers eux. Toutefois, vous avez tenu parole et les budgets des comités ont été préservés. Il vous reste maintenant à trouver une place active pour le RPCE. Vous êtes sensible aux usagers, au comité des usagers, au comité de résidents. Vous les rencontrez régulièrement lorsque vous visitez les installations. Vous avez répété à de nombreuses occasions l'importance que vous accordez au comité des usagers et au comité de résidents. Pardon. L'an passé, je vous ai fait part que nous demeurons des témoins, des participants actifs et incontournables. J'aimerais donc aujourd'hui que vous nous exposiez votre vision du réseau de la santé et des services sociaux et surtout de notre place comme comité des usagers et comité de résidents. Dr. Barrett, à vous la parole. Alors, bonjour tout le monde. Alors, effectivement, c'est la deuxième fois d'affilée depuis que je suis en poste que je viens à votre congrès annuel. Je peux tout de suite vous dire que ce ne sera pas la dernière fois et je vais vous expliquer pourquoi tantôt. Mais d'abord, je me permettrai de saluer certaines personnes qui sont présentes ici, en commençant par vous toutes et tous, qui êtes actifs et actives bénévolement dans vos comités des usagers. M. Blain, il y a quelques instants, me disait que ceux qui sont venus occuper et décorer le podium tantôt n'avaient pas réalisé que vous étiez tous et toutes des bénévoles. C'est dommage, mais moi, je le sais par contre. Alors, M. Ménard, M. Blain, évidemment, M. Bouchard, j'aime ça venir ici parce que je constate que les 2 dernières fois, ça devait être une habitude. Et quand je viens, il y a toujours un présentateur qui vient parler d'un sujet qui n'est pas un sujet courant et qui a le temps de le faire. Et une des choses en politique, dans l'espace public, qu'on n'a jamais le temps de faire, c'est prendre le temps de discuter, d'exposer un point de vue, d'aborder un sujet d'une façon plus approfondie, plus élaborée. Et moi, j'aime ça venir ici parce qu'il y a toujours ça avant que je parle. Alors, ça me permet de me ressourcer parce qu'en politique, c'est tous des clips de 15 secondes ou des citations, des entrevues dans le journal. On fait des entrevues qui durent 2 heures puis il reste une phrase. Alors, j'ai bien aimé votre présentation ou le petit bout que j'ai vu. Puis c'est un peu à cause de moi, évidemment, compte tenu des perturbations qu'il y a eu, que je ne vous avais pas eu le temps de terminer ou de faire aussi détailler votre présentation. Je trouve ça bien dommage, comme j'aurais aimé ça être au début, malheureusement. Mais pour les mêmes raisons, je ne pouvais pas être là. Ceci dit, si vous êtes le spécialiste de l'insurmontable, moi, je suis élu pour trouver des solutions à ces problèmes-là. On a quelque chose en commun. Alors, donc, ça me fait plaisir de vous rencontrer. Je sais que M. Gendron, PDG d'ICIUS de l'Est de Montréal, est ici, alors je le salue, ainsi que M. Bureau, coprésident du collectif Mourir digne et libre. C'est un sujet qui est évidemment très important. Alors, chers amis, je suis vraiment très content d'être ici aujourd'hui pour vous parler effectivement de la vision que j'ai pour le réseau. Et effectivement, j'ai été cité correctement dans la presse. Il y a eu une erreur initiale dans le système de santé, comme je l'ai dit, qui était de ne pas avoir prévu dans le système d'avoir de la reddition de comptes à sa naissance.
Et il n'y a jamais personne qui en a mis après, mais là, il va en avoir, puis je vais y revenir dans un instant. Et oui, c'est vrai, les différents ministres qui sont passés à la santé, sauf peut-être notre premier ministre, ont souvent essayé de faire une chose. Et le problème, c'est vraiment que c'est une question d'équilibre, là. Quand on réussit à régler un problème d'un côté, il y en a toujours un autre qui surgit de l'autre côté puis qui vient ramener le déséquilibre. Et l'objectif que je me donne, c'est d'attaquer la problématique de front sur la majorité de ces angles. On ne peut pas tout faire, évidemment, pour faire en sorte qu'il y ait un vrai changement. Aujourd'hui, je peux parler plus librement que l'année dernière parce que l'année dernière, je n'avais pas tout annoncé, puis on était en cours de, et il y a des obligations ministérielles qui font qu'il y a des éléments que je ne peux pas nécessairement dire. Et là, ça me fait quasiment penser que je devrais sortir mon téléphone pour regarder l'heure, parce que sinon, vous allez rater votre dîner. Moi, en général, je parle longtemps. Mais à la fin, je vais vous laisser du temps pour pouvoir me poser des questions. Alors, essentiellement, ce que je fais, là, pour que ça soit bien clair aujourd'hui, maintenant que tout a été déposé et qu'il ne reste qu'un pas à franchir, mais un pas qui est très important, et je vais y revenir dans un instant, pour aborder la problématique qui existe. Et la problématique du réseau de la santé, c'est vous autres. C'est pour ça que je suis content de venir ici. C'est la seule place où je peux avoir une assemblée de gens neutres et qui, en plus, sont les principaux concernés par les réformes, les usagers. Que ce soit dans les services sociaux, dans l'hébergement, dans les soins de courte durée, dans les soins de longue durée, c'est vous autres, on fait ça pour vous autres. Nonobstant tout ce que le monde veut dire, là, peut bien dire ou critiquer, il y a un fil conducteur dans ce que je fais, c'est vous autres. Il y a un mot que je partage avec joie et intensité avec ceux qui sont venus mettre des stickers. Solidarité. Je fais des mesures qui visent à être solidaires de votre intérêt. C'est ça le fil conducteur. Alors moi, quand j'entends les organismes qui ont des intérêts que je vais qualifier, gentiment, je l'ai déjà fait moi-même. C'est normal d'avoir des intérêts corporatistes, c'est la société est ainsi faite. Tout le monde a un intérêt, tout le monde veut son bien et le bien du voisin, mais peut-être un petit peu plus son propre bien. À la limite, moi-même, je veux mon bien politique, mais mon bien politique passe par le vôtre. Et moi, j'en suis bien conscient. Et ce que je fais, c'est pour vous autres. Vous me l'avez entendu dire souvent, puis c'est vrai, puis regardez ce que je mets sur la table, là, et c'est là tout le temps. C'est là tout le temps. Vous, les décisions que les gens doivent prendre dans le réseau sont des décisions qui doivent répondre à une question au départ qui est toujours la même, qui est, ce qu'on décide aujourd'hui, est-ce qu'à la fin, c'est bon pour le patient? C'est facile, quand on est dans le réseau, d'arriver puis de dire, et on le dit, je le dis moi-même, ah, il y a le budget, il faut équilibrer le budget. Oui, mais en équilibrant le budget, là, est-ce qu'on est capable de prendre une décision qui est bonne pour le patient? La réponse à ça, là, je vous le dis, c'est oui. Il faut que ça soit oui. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des choix difficiles à faire, mais il faut qu'au bout de la ligne, ça soit oui. Est-ce que ce que l'on fait, c'est l'idéal? Je vous le dis tout de suite, la réponse, c'est non. C'est jamais idéal. Le monde idéal, là, on l'a tous appris parce qu'on est tous d'une génération ici dans la salle qui ont été élevés avec les 10 commandements, puis je ne veux pas faire de religion, là. On a tous été élevés à aimer son prochain, puis à faire le mieux pour nous, nos proches, et ainsi de suite. Dans la vraie vie, là, on n'est jamais capable d'aller à l'extrême de ça. Il n'y a jamais personne qui a réussi. Non, il y en a, personne n'est une exagération, là. Rares sont ceux qui ont réussi dans leur vie à faire ça ultimement jusqu'à l'extrême. Il y a un équilibre qui se met en place. Et là, ça amène les choix qui sont difficiles à faire, mais ça n'empêche pas qu'à la case départ, les choix doivent être pris en se posant cette question-là. Moi, c'est ce que je fais tous les matins. À chaque fois que j'arrive devant une réunion, là, ou dans une réunion, ou devant un groupe, c'est ce que je fais. Puis des fois, il y a des réunions, puis des groupes où il y a des gens plus hostiles. Puis il y en a qui ont leurs idées. Puis il y en a qui ne sont pas contents que j'ai raison. Puis je m'organise pour avoir raison, parce que c'est ça ma job. C'est ça le beau côté de l'affaire. Il faut s'amuser quand même dans ce qu'on fait dans la vie. Alors, mais c'est ça l'affaire.
Alors, vous êtes au centre de ce que je fais. Et vous allez rester au centre de ce que je fais. Puis je vais revenir à chaque année pour vous entendre, pour voir si ça avance. Bon. Qu'est-ce qu'on fait? Dans notre système, on a des problèmes qui ont divers angles. Le premier, c'est l'accès. L'accès et la fluidité dans le cheminement dans le système. C'est bien beau, là. On voudrait tous parler de qualité, on voudrait tous parler de la perfection, mais comme je l'ai dit souvent, puis je vais le redire encore aujourd'hui, bientôt, j'aurai plus besoin de le dire parce que je vais l'avoir tellement dit que tout le monde va s'en rappeler, là. C'est comme le village qui élève un enfant, on sait d'où ça vient, puis maintenant on l'utilise tous, puis c'est vrai. C'est la société, le rôle de la société, à petite échelle ou à grande échelle. À un moment donné, là, les décisions qu'on prend doivent aller là, puis on veut que les décisions soient les meilleures et donnent les meilleurs services, mais c'est bien plate. Mais si le service il est disponible le lundi matin de 9h à 11h, ça ne donne à rien. C'est bien beau parler de qualité, là, mais si la qualité n'est pas accessible, alors les gens souvent vont me dire, vous ne parlez pas de qualité, docteur Barrette. Non, non, j'en parle de qualité, mais les choses doivent se faire dans un certain ordre. Alors les réformes que je mets en place se font dans cet ordre-là. Première chose, la structure. La structure, la loi 10, le regroupement des établissements, pour n'en faire qu'un seul, sur un territoire qui contient une population qui vit sur son territoire, qui, quand elle va être malade ou avoir besoin de services sociaux, va vouloir avoir accès chez elle, sur son territoire. Alors, il est parfaitement logique et rationnel que la structure qui s'occupe de gérer ça soit une structure territoriale. Intégrée pour briser les frontières. Le comportement humain normal est celui de vivre un petit peu dans sa bulle, de protéger son environnement. Je fais la même affaire. Mon environnement, moi, c'est le ministère de la Santé. Vous ne m'entendrez pas m'occuper de faire des commentaires sur le ministère des Transports. J'ai un collègue qui est là, qui fait très bien sa job. Très bien. Il connaît ça. Mon environnement, c'est ça. Ça donne que vous êtes dans mon environnement. C'est normal pour tout un chacun de s'occuper de soi-même. Alors, le CLSC, là, il ne va pas se lever à tous les matins en se disant comment je peux me coordonner avec l'hôpital ou avec l'organisme communautaire. Il va peut-être le faire pour l'organisme communautaire, là, mais pas nécessairement avec l'hôpital. Puis l'hôpital, lui, là, historiquement, ne va pas nécessairement se casser la tête à tous les matins en se disant qu'est-ce que je pourrais faire pour mieux me coordonner avec l'organisme communautaire. Oui, ils le font, là, mais à des degrés variables selon un peu la personnalité des gens qui sont en place. Mais la nature des choses et des comportements humains fait en sorte qu'on s'occupe de ce qui est près de nous, là, et le reste, bien, il est plus loin. C'est pas méchant ce que je dis là, c'est simplement de reconnaître que la structure influence le produit. Alors, en faisant la loi 10, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis une organisation qui a l'obligation d'intégrer les soins, les services sociaux jusqu'au communautaire sur un territoire donné, et encore une fois, un territoire où il y a une population. C'est ça qu'on fait. Et ça a des avantages. Le premier avantage étant de faire tomber des barrières par obligation. Et vous savez quoi? On voit déjà des résultats de ça. Et savez quoi? Ceux qui me donnent le plus de rétroaction positive, de feedback positif, c'est les gens qui sont le plus près de ce que souvent on considère comme étant à la marge, la santé mentale. Les gens de santé mentale dans le réseau, là, aujourd'hui, ils disent « Hey, enfin, là, on a une vision qui est complète. On est capable de regarder la santé mentale en fonction du terrain communautaire, mais en fonction des problèmes de santé physique, qui sont souvent concomitants aux problèmes de santé mentale, mais en général, il y a des frontières entre les deux groupes qui donnent ce type de service ou de soins-là. C'est à ça que ça sert, la restructuration. Ça sert aussi à faire en sorte que l'organisation, l'étage qui a la responsabilité de l'administration ait, dans son mandat, d'une façon claire et non équivoque,
de s'occuper de l'ensemble de l'œuvre. Et comme je l'ai toujours dit, puis ils me l'entendent dire régulièrement dans toutes les rencontres que l'on a, puis on en a une par mois, tout le monde doit être traité égal. Le patient qui est en santé mentale, en réadaptation, en centre jeunesse, a autant de poids à mes yeux et doit en avoir autant aux yeux de l'administration que le patient qui se fait ouvrir le thorax pour se faire faire un pontage coronarien. Parce que, historiquement, le plus spectaculaire reçoit toute l'attention et parfois tous les budgets. Là, ça doit arrêter, comme doit arrêter les redirections budgétaires de sommes d'argent qui étaient censées être allouées à un, mais qui sont allées à l'autre. On pourrait résumer ça en une chose, saine gestion. Ça se résumerait dans ces deux mots-là, puis tout le monde comprendrait. C'est juste que avant, la structure ne permettait, peut-être que ça le permettait, oui, en fait, ça le permettait, mais ce n'était pas comme une obligation et ce n'était pas vérifié. La loi 10, c'est ça qu'elle fait. Elle fait ça. Et elle le fait aussi pour vous autres dans vos organisations et dans vos fonctions. Je vais garder ça pour la fin, je vais y revenir. Le projet de loi 20 qui tire à sa fin, c'est l'accès pur. C'est l'accès pur. Il n'y a pas eu, dans les 40 dernières années, là, de projet de loi aussi dirigé avec autant d'agressivité, parce que c'est comme ça que c'est perçu par les médecins, là, vers vos intérêts que le projet de loi 20. Il n'y en a pas un. C'est la première fois qu'un projet de loi vient imposer des contraintes chiffrées, paramétrées, à un organisme, un groupe professionnel que sont les médecins et de famille et spécialistes. C'est jamais fait. Et moi, dans ma vie, là, je ne parle pas de vie de ministre, mais je l'inclus, là, je sais très bien une chose. Plus le monde chiale, et là je parle des professionnels, plus on est dans le mille. C'est simple. C'est la nature humaine, encore une fois. Quand les gens sont dans la rue, puis ils commandent, puis ils disent « c'est la fin de ci, c'est la fin de ça, c'est la médecine à numéro, puis on va détruire le système public, puis blablabla. Bla, bla, bla. » Bien, c'est du blablabla, parce que la seule chose que je demande, moi, c'est aux médecins de s'organiser pour être disponibles pour que vous puissiez les voir en temps opportun. Pas bien compliqué, ça. Hein? Ça ne prend pas un PhD en économie, là. Ça ne prend pas un prix Nobel de politique là, pour comprendre ça. Là. Tout ce que je demande, moi, là, c'est que, vous êtes assez nombreux pour donner le service, soyez là, puis donnez le volume approprié. C'est assez simple, ça. Bien, en termes clairs, là, c'est ça qui est décrit dans 165 articles. C'est ça que ça fait, le projet de loi 20. Et ça a beaucoup critiqué. Ça a donné une entente qui dit quoi? Elle dit, faites la loi, là, mais appliquez-la pas. Donc, appliquez pas les pénalités monétaires. On va livrer la marchandise. Qu'est-ce que j'ai fait? Je dis, OK, si vous me garantissez que vous êtes capable, là, ben, je vais vous prendre au mot, puis je vais vous donner 2 ans de grâce. Puis dans 2 ans, si vous n'avez pas livré la marchandise, ben voilà, je vais appliquer la loi. Pourquoi j'ai fait ça? J'ai fait ça parce que même en appliquant la loi aujourd'hui, j'aurais prévu une période de transition parce que je ne peux pas demander à des gens, là, à un moment donné, il faut être raisonnable dans ce qu'on fait. Les gens me perçoivent souvent comme étant d'une agressivité sans borne. Pas du tout, je suis raisonnable, ça a l'air de rien. Hein? Et c'est vrai. Alors, là, je leur ai dit, je ne peux pas demander à des gens qui ont une habitude, là, 15 ans qui pratiquent leur profession d'une telle manière, de changer du jour au lendemain 100% de leurs habitudes et de s'adapter à de nouvelles façons de faire, parce qu'il y a de nouvelles façons de faire qui demandent une organisation dans le bureau, dans le CLSC, différente, même dans le réseau hospitalier. Je ne peux pas aller si loin que ça. Il y a des limites à tout dans la vie. Par contre, je peux arriver et dire, je vous donne une période de grâce, là, puis après ça, la mécanique que vous ne voulez pas avoir va se mettre en branle. Alors, ils m'ont dit, voici, il n'y a pas de problème, on va le faire, puis si on ne le fait pas, vous l'appliquerez, la loi. OK, parfait. Je leur donne à peu près la même période de grâce que je leur aurais donnée avec la loi, mais je sais une chose, par exemple, et c'est ça qui est le beau côté de l'affaire. Normalement,
on devrait voir progressivement des changements. Parce que tout le monde ne va pas se lever demain matin ou s'élever il y a 3 jours en se disant, en même temps, on va changer. Il y en a qui vont être plus lents que d'autres. Mais progressivement, on va voir les choses s'améliorer. Vous allez voir les choses s'améliorer. Et on commence à voir les choses s'améliorer. Est-ce qu'on est rendu à destination? La réponse, c'est non. Est-ce qu'on voit déjà des changements? La réponse, c'est oui. Nombre de fois, je me fais arrêter sur la place publique, un trottoir, un centre d'achat, un bureau. « Hey, Dr. Barrette, je me suis fait appeler par mon médecin, il m'a donné un rendez-vous. » Ça, je trouve ça toujours très rafraîchissant parce que je peux vous dire que c'est à cause du projet de loi. Je suis allé dans une région cet été où j'ai rencontré, à chaque fois que je vais dans une région, je rencontre et les médecins et évidemment les usagers lorsqu'ils sont disposés à me rencontrer. Alors, je vais dans la région, je vais dans l'hôpital en question et je rencontre les médecins et c'est des médecins de famille. Il y avait 1 ou 2 spécialistes, mais c'était une région où il y avait un tout petit hôpital. Et les médecins de famille viennent me voir en groupe dans une salle fermée, vous savez, là où les vraies choses se disent. Mais moi, je vous dis les vraies choses aussi, mais ça, c'est ma personnalité. Alors là, ils me disent, puis ils me disent comme c'est bon, là, vous nous avez pas mal fouetté. Ça, en français, ça veut dire que vous avez pas mal écœuré. Puis il y a d'autres mots pour ça. Mais c'est vrai, dans le fond, vous avez raison, ça fait qu'on a décidé de s'adapter. Et ils s'en vont vers le changement de la pratique de première ligne qui s'appelle l'accès adapté, qui fait en sorte que les patients sont pris en charge et les médecins sont disponibles sans rendez-vous, à leur clientèle. La clé ici, c'est que les gens ont tous un médecin auquel ils sont inscrits et le médecin gère sa cédule d'une façon ouverte. 1, il met suffisamment de plages horaires disponibles dans la semaine, visibles aux patients, et 2, les patients peuvent venir sans rendez-vous. Ceux qui font ça, là, réalisez bien ça, tout le monde, là. En première ligne, les médecins qui ont fait cette transition-là, je n'ai que des témoignages identiques là-dessus. Tous ceux qui sont passés à ce mode-là sont plus heureux après qu'avant. Ils ont tous vécu avec certaines difficultés la transition entre avant et après, mais ils sont plus contents. Savez-vous pourquoi ils sont plus contents quand ils me le disent? On est plus content parce que notre clientèle est plus contente. C'est quand même quelque chose. Mais moi, ça ne me surprend pas parce que la valorisation la plus importante pour un médecin, je le sais, je suis là-dedans. Ce n'est pas son revenu, c'est le patient qui dit « Merci, je suis content. Docteur, vous travaillez fort. » Ça va durer un instant. Alors, dans la société, il y a toujours une problématique de persuasion de la société. Vous avez un bel exemple. Mais il ne reste pas moins qu'il faut le faire aussi parce que, comme je l'ai dit dans une entrevue hier que vous avez peut-être entendu, la société doit permettre la revendication, doit permettre la libre négociation, doit permettre les moyens de pression. C'est correct, ça. C'est normal. Il n'y a aucun problème. Et c'est tout à fait normal, ça. C'est sain pour une société. Je reviens aux médecins de famille. Alors, les médecins de famille me disent ça. Parce que leur nourriture, c'est votre satisfaction. Savez-vous pourquoi? Parce que vous le dites en plus tout le temps. Vous êtes content. L'être humain, surtout au Québec, là, on est comme ça, nous autres. On jase au Québec. Alors, les médecins, là, je peux vous dire que quand ils passent à l'accès adapté, leur nourriture, elle est là. Et c'est ça qu'ils me disent. Alors là, je le vois, là, dans le petit milieu auquel je faisais référence, là, c'est l'endroit où cet été, j'ai eu le plus de gens m'arrêter sur le trottoir en me disant « Hey! On a un rendez-vous, j'ai été inscrit, et ainsi de suite. » On va le monitoriser. Je n'ai pas le choix de le monitoriser parce qu'il faut quand même que je maintienne une certaine pression. Alors, périodiquement, je vais sortir des statistiques. La population qui doit se rendre à 85%
d'inscription, on est rendu à tant de %. Le délai pour prendre le rendez-vous, on est rendu à tant de %. Et ainsi de suite. C'est ça qu'on fait. Et ça va fonctionner. Ou bien ça fonctionne par le volontariat, qui, lui, est le résultat de la persuasion, ou bien il y a une loi. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Mais au bout de la ligne, le projet de loi 20, il est fait pas à 99 %, à 100 % pour vous autres. Quand on demande aux médecins d'inscrire 85 % de la population, peut-être vous allez vous demander pourquoi, qu'est-ce qu'on fait avec le 15 %? Bien, c'est parce qu'à peu près, là, dans tous les pays où ça s'est fait, 15 % de la population qui n'en veut pas de médecin. Il y a du monde là, qui, à 25 ans, ont une vie telle qu'ils ne veulent pas être attachés à un médecin, ils veulent aller dans une clinique sans rendez-vous. Ils ne veulent pas être inscrits, eux autres. C'est normal. Un adolescent là, de 17 ans, là, je ne pense pas qu'il court nécessairement après un médecin de famille. Les autres, par exemple, dont tous ici, là, moi inclus, on en veut un. Bien, ça, là, ce monde-là, là, vous allez en avoir un. Puis vous voulez avoir accès, vous allez avoir accès. Et vous allez le voir progressivement parce qu'on va le monitoriser et on va le publier. Dans une structure qui est la loi 10, qui est intégrée. Qu'est-ce que vous voulez quand vous avez un diagnostic ou un symptôme, un signe? Bien, vous voulez que quand il y a une investigation, vous ne voulez pas vous faire dire régulièrement, là, comme ça se faisait jusqu'à récemment et encore parfois aujourd'hui, bon, voici, on pense que vous avez telle affaire, monsieur, madame, puis vous devez vous trouver un rendez-vous pour telle affaire. Y a-t-il du monde à qui c'est déjà arrivé, ça? Un paquet. Probablement à toutes vous autres. Bien, ça, c'est pas normal. Bien, pour que moi, je puisse faire en sorte que dans le réseau, je puisse dire la chose suivante. Quand vous allez chez le médecin parce que vous avez eu du sang dans vos selles, qui est le signe cardinal de la possibilité, ce n'est pas toujours le cas, la possibilité d'avoir un cancer du côlon, parce que du sang dans les selles, ça peut être une banale hémorroïde, mais on doit avoir automatiquement un examen clinique chez un médecin, et si l'examen clinique et l'histoire clinique vont en faveur d'un soupçon de cancer, il doit y avoir une investigation qui, elle, doit commencer par un test. Une colonoscopie virtuelle ou non, dépendamment de ce qu'on trouve, une biopsie, et après ça, une consultation chez un spécialiste et après, une procédure X, Y, Z. Vous n'avez pas l'affaire dans cette circonstance-là à vous faire donner une prescription puis dire « Trouvez-vous telle place pour avoir tel examen ». Vous n'avez pas d'affaire à vivre ça comme ça, ce n'est pas normal. Un réseau, un CIS ou un CIUS doit avoir prévu une organisation qui prévoit le cheminement comme ça. Vous devez être dans une situation où on va vous dire, à cause de ce signe-là, là, à tel endroit, à telle heure, quelqu'un vous attend pour avoir l'investigation. Vous devez être accompagné. Parce que vous n'êtes pas des experts là-dedans. Vous ne savez pas où aller. Puis en plus, on doit vous expliquer l'affaire. On doit vous rassurer. On doit vous dire les étapes. Et ainsi de suite. Bien, 10 et 20, là, c'est ça que ça fait. 20 va avoir son effet maximal si 10 a son effet maximal. Ce que je viens de décrire comme cheminement du patient, ça ne peut pas arriver si la structure n'est pas territoriale, loi 10, et l'organisation n'a pas prévu ces affaires-là, loi 10, suite à des orientations ministérielles. C'est moi qui vais dire ça. Là. Je vais dire, regardez, là, cher réseau, là, dans les 6 et CIUS, vous allez mettre ça en place. Puis on va le suivre, puis on va le mesurer. Donc, des réformes en fonction de vous. Le troisième élément, c'est le financement à l'activité. Ça, c'est particulier, le financement à l'activité. C'est jamais fait. Ce que je fais par le financement à l'activité, c'est 2 choses. La première, c'est de déterminer le coût moyen, avec un coefficient, parce qu'il y a des situations différentes, là, d'un épisode de soins, du début à la fin. Prenons quelque chose de simple que tout le monde connaît, se faire opérer pour le foie, la vésicule. En termes médicaux, c'est une cholécystectomie. Bien, normalement, on est capable de dire au réseau, là, une cholécystectomie, ça vaut autant du début à la fin, puis on vous donne ça comme financement.
OK? Mais le côté qui est machiavélique là-dedans, puis il n'est pas vraiment machiavélique parce que je vous le révèle aujourd'hui, c'est que j'introduis un élément dans le réseau qui va faire en sorte que les gens, dans leur capacité de gestion, vont être visibles et comparables. Alors moi, si dans un hôpital de tel niveau, on fait X cholécystectomie et qu'on regarde l'hôpital à côté du même niveau et qu'ils font Y cholécystectomie, bien là, je vais être capable de dire, bien voici dans un, ça nous revient à temps par cholécystectomie, on a budgété tant, puis dans l'autre, ça revient à temps, puis on a budgété le même montant. Et à la fin, il y en a un qui va être meilleur que l'autre. Et celui qui sera trop déviant, bien là, il devra répondre de sa gestion. Ça, c'est normal de faire ça. Et c'est ça qu'on fait. On va introduire de la reddition de compte réelle et du comparable. Je ne peux pas comparer, moi, la cholécystectomie qui se fait, mettons, à Jean Talon. Ce n'est pas négatif ce que je dis là. Avec la cholécystectomie qui se fait dans le CHUM. Pourquoi? Parce que le CHUM, lui, va probablement faire une majorité de cholécystectomie dans le cas de cancer. Alors que la cholécystectomie moyenne, c'est des pierres. Chaque hôpital a sa mission. D'où le fameux coefficient que je vous disais il y a quelques instants. Quand je vais arriver avec un épisode de soins qui vaut tant, qui est financé à telle hauteur, il va y avoir un pourcentage appliqué de plus dans un CHU parce que sa mission est différente, par exemple. À l'autre extrême, un hôpital qui est ouvert parce qu'il faut avoir un hôpital, mais qui n'a pas un grand débit, bien, il y a un autre coefficient pour compenser le fait que le débit n'est pas là. Mais ça va introduire le financement de l'activité. 1. L'équité interrégionale. Combien de fois vous avez entendu, et peut-être vous-même ici dans la salle avez été dans des organisations qui ont critiqué le fait que le financement d'une région était différent de l'autre. Trop à une place, pas assez à l'autre. Le financement de l'activité vient éliminer ça. Alors, le financement de l'activité vient régler ça une fois pour toutes. Alors, le financement de l'activité, c'est ça que ça fait. Et c'est nouveau. Et je peux vous dire que dans le réseau, il y a des gens qui sont inquiets de ça. Mais la loi 10 a fait en sorte que la restructuration mise en place a permis de mettre un réseau d'administrateurs qui sont intéressés par ces réformes-là, qui rentrent là-dedans avec intérêt, c'est un défi, un vrai. Et moi, j'ai la chance aujourd'hui d'avoir une équipe de gestion, les PDG de tous les 6 CCIUS et établissements non fusionnés, d'un niveau tel que la qualité et la performance vont être au rendez-vous, mais aussi l'intérêt. J'ai dit tantôt que la qualité, il faut s'en occuper. La qualité, bien, elle doit être là. Dans ce que je fais, à la fin, il doit y avoir des mesures qui ne sont pas simplement des mesures budgétaires, mais aussi des mesures de qualité. Mais pour avoir des mesures de qualité, il faut d'abord commencer par mesurer et il faut avoir des points de référence. Alors, regardez tout ça, là, et tout ça est fait pour vous autres. Maintenant, quel est votre rôle là-dedans? Je l'ai gardé pour la fin. Je l'ai gardé pour la fin volontairement. Et je vais commencer par vous faire remarquer une chose. Il y a 2 ministres qui sont venus ici vous parler, là. Ma collègue hier et moi aujourd'hui. Ce n'est pas un hasard. On s'est parlé. Et l'idée ici est de vous montrer l'intérêt que nous avons à ce que vous soyez là et que votre voix soit entendue. Dans l'organisation des CIS et des CIUS, vous avez constaté non seulement que les structures existantes
avaient été laissés en place, mais que leur financement avait été laissé en place. Et il n'est pas question que ça change. Non seulement ça a été laissé en place, mais on a rajouté une couche de plus, qui est la couche du CIS, ou du CIUS. Vos organismes locaux restent, et il y a un organisme qui chapeaute l'ensemble, qui vient de vous autres, qui est celui du CIS. Et il n'est pas question, dans mon esprit ou dans l'esprit de qui que ce soit au gouvernement, que vous n'ayez pas votre rôle à jouer. Il n'y en a pas question. Non seulement il n'y en a pas question, mais vous allez avoir plus de rôle à jouer encore. Alors, je vais vous dire quelque chose à l'avance. On vient de nommer les conseils d'administration, là, et on vient de nommer les présidents de conseil. Ils viennent, là, ça fait 1 semaine, 2 semaines. Ils sont en place. Sauf un qui va l'être lundi, celui du CHUM regroupé avec Sainte-Justine. Je vais les rencontrer, les PDG de conseil. Et comme j'ai rencontré les PDG de CIUS, je vais leur dire aussi, comme j'ai dit aux PDG de CIS et CIUS et d'établissements non fusionnés, il faut répondre d'abord à la première question dans les décisions, c'est-tu bon pour le patient? Mais eux, au conseil d'administration, je vais leur dire une chose de plus. Vous ne pourrez pas, si vous le pensiez, donc vous devez vous assurer de la voix, d'entendre la voix des usagers. Il y a un représentant sur chaque conseil d'administration qui a un profil usager. Non seulement il y a un représentant indépendant sur chaque conseil qui a un profil usager, mais je me suis assuré pour que presque la moitié, en réalité, c'est 40% de tous les conseils soient constitués de gens qui soient un profil nominatif d'usager, mais qui proviennent d'un secteur d'activité intense pour les usagers, de grande importance. C'est pour ça qu'il y a quelqu'un de santé mentale, de réadaptation, de jeunesse, usagers à proprement parler. Ces 4 profils-là, c'est les profils les plus étroitement liés en intensivité d'utilisation du réseau par usager. Moi, je vais me faire opérer là, pour une fracture de hanche, là, je rentre, je sors. Les gens qui sont en réadaptation, ils rentrent et ils sortent souvent là, dans leur vie. C'est plus intense. La voix des usagers, soit nominativement, soit par le secteur en question, dans les conseils d'administration des établissements du Québec, n'aura jamais été officiellement, formellement aussi forte. C'est fait intentionnellement, là, ça. Je le voulais, ça. Autant j'ai voulu avoir des gens qui avaient une compétence de gestion, et c'est le cas dans les membres indépendants, autant je voulais que les secteurs qui sont les plus près des usagers, en termes de proximité, soient représentés. Est-ce que ça, c'est la fin de l'histoire? La réponse, c'est non. Ce n'est pas la fin de l'histoire. Je travaille étroitement avec vos dirigeants. M. Blain, on se rencontre régulièrement. On s'est encore rencontrés il y a quelques instants. On n'est pas rendu là où je veux qu'on soit rendu. Parce que là où je veux aller, c'est de faire en sorte que vous ayez encore plus votre voix, votre doigt au chapitre, que vous soyez entendu, que vous ayez les moyens de vous faire entendre. C'est essentiel. Moi, je suis un républicain de nature. Les garde-fous, check and balances. À un moment donné, là, il doit y avoir un équilibre dans le pouvoir. On me taxe de vouloir avoir tous les pouvoirs. J'en ai des pouvoirs et je les utilise, j'espère et je pense, à bon escient. Mais en quelque part, là, tout le monde n'est pas comme moi, là. Alors, il doit y avoir une contrepartie. Vous devez être la contrepartie. Vous devez être la contrepartie. Le système de santé, il n'est pas là pour moi, il est là pour vous autres. Puis si vous, les usagers, vous n'avez pas votre voix, votre droit au chapitre, bien voyons donc. Là, on fait de la politique politicienne pour juste garder nos jobs. Je ne suis pas là pour ça, je n'ai pas besoin de ce job-là. C'est une rumeur qui court. Alors, vous devez avoir votre voix.
on est en train de finaliser quelque chose. Maintenant, quelle voix voulez-vous avoir? Alors là, je rentre un petit peu plus dans un certain niveau de détail. Votre voix doit être une voix d'usager, d'évaluation de ce que vous faites. Vous avez, vous, comme regroupement d'usagers, à choisir entre faire la politique, comme dans politique et lobbying, ou bien être des usagers qui avaient une pleine et entière force, une voix, des droits, mais exprimés par votre, je vais le qualifier comme ça, là, même si ce n'est pas officiellement ça, mandat. Votre rôle est d'arriver et de dire, et ça c'est fort, c'est extrêmement fort, avoir la capacité d'analyser les services qui vous sont donnés parce que vous êtes des représentants des usagers et de dire, c'est bon, c'est pas bon, c'est très mauvais. C'est là qu'est votre force. Vous n'avez pas besoin de faire un lobby. Vous n'avez pas besoin d'engager des avocats, puis de faire ceci, puis cela, comme d'autres organisations font. Ce que vous avez besoin de faire, là, c'est de vous organiser pour faire l'évaluation des soins et services que vous donnez objectivement, le documenter et le mettre sur la place publique. Faites-vous-en pas, là. À partir du moment où vous mettez ça sur la place publique, là, ai-je besoin de vous faire le dessin de l'espace médiatique du Québec? Il y a quelqu'un qui va le reprendre, ça va vous coûter 0 $, là, et puis ça va faire un incendie. Dans la mesure, et ce qui est positif dans ce que je vous dis, en termes de pouvoir et contre-pouvoir, c'est que si vous le faites objectivement, sans tenter de faire de la politique, vous vous aidez et vous aidez donc les usagers. Je dis ça pour que vous compreniez la chose suivante. Il y a plein de décisions dans le passé qui n'ont pas été nécessairement des bonnes décisions parce qu'il y a eu des pressions politiques qui ont fait, des lobbies, qui ont fait qu'au bout de la ligne, il y a des décisions qui ont été prises qui ont été négatives sur le plan économique. Quand c'est négatif sur le plan économique, là, ça veut dire qu'il y a de l'argent qui va en mauvaise place, qui n'est plus là pour aller à la bonne place, parce que de l'argent, ça ne pousse pas dans les arbres et ce n'est pas infini. Je fais le tour des facultés de médecine là, cette année, puis je leur dis des choses qui les médusent. Ils sont là, puis ils regardent ça, puis ils disent « Ah, on n'y a pas pensé ». La majorité des gens, vous le savez ici, mais je vais le redire, vous savez très bien qu'un gouvernement, ça n'a pas de compte de banque, un gouvernement. Il n'y a pas de banque au gouvernement. L'argent que le gouvernement gère, c'est l'argent de vos impôts, de vos taxes, des redevances, taxes à masse salariale, impôts, individus, entreprises. Le gouvernement, à part le Fonds des générations, qui est là pour les générations, ça n'a pas de compte de banque. À un moment donné, la colonne là, des dépenses doit équivaloir à la colonne des revenus. Puis plus on dépense sur la dette, moins on a de l'argent pour des services. Au Québec, aujourd'hui, là, si on ne payait pas autant d'argent sur la dette, il n'y en aura pas de problème dans notre système de santé. On aurait quand même à prendre des décisions, c'est sûr. Parce que ce point est fini, cette enveloppe-là. D'où la nécessité d'aborder la problématique de l'évaluation de façon objective et de prendre des décisions qui soient objectives pour arriver après devant une caméra et un micro et dire objectivement, je prends ces décisions-là pour ça. Vous, comme représentant des usagers, vous devriez, et c'est ce que je veux de la part des administrations, vous devriez avoir une voix forte pour dire voici ce qui marche bien, pas bien, voici ce qui pourrait être amélioré, voici nos opinions, voici nos suggestions. C'est ça que votre force, elle est là. Je peux vous dire que si vous le faites bien, puis moi j'aimerais ça que vous le fassiez, parce que je sais que vous êtes capable de bien le faire, vous avez dans la catégorie démocratie, là, vous avez un pouvoir démocratique immense. Parce qu'un coup, vous avez fait votre travail, bien là, ça retombe sur, mettons, mes épaules, et là, je dois expliquer pourquoi je fais ci, pourquoi je fais ça. Et là, il y a un débat, puis il y a une décision, puis il y a une acceptation sociale. Le débat démocratique,
c'est un débat. Et moi, j'ai toujours dit, c'est ma maxime à moi, du débat naît soit la vérité, soit un compromis raisonnable. En réalité, c'est toujours un compromis raisonnable parce que quand bien même sort la vérité, ce sont des vérités qui s'affrontent et on doit faire un compromis. Un débat, c'est toujours sain. Et c'est particulièrement sain quand les gens qui amènent des données à la table du débat amènent des données objectives. Vous avez ce pouvoir-là. Vous avez, à mon avis, ce rôle-là. Et je peux vous dire aujourd'hui que votre rôle, je vais vous aider à l'exercer dans un cadre qui va être celui que je viens de vous dire. Après des conversations que j'aurai eues avec vos représentants, que j'ai déjà, mais c'est ça que je veux faire. Alors, ceux et celles d'entre vous, et M. Ménard, tout à l'heure, et M. Blain précédemment, me faisaient remarquer qu'il y a des gens ici, dans la salle, qui ont des inquiétudes. 1, sur votre financement. 2, sur votre survie au-delà, si j'ai bien compris, 2017. Je ne sais pas qu'est-ce qui a fait ou qui a fait en sorte que vous ayez cette impression-là, là, mais d'une façon, j'espère, définitive et claire, il n'est pas question que votre financement soit retiré, il n'est pas question que votre rôle disparaisse, il n'est pas question que vos organisations disparaissent. J'ai besoin de ça, pas juste pour moi, pour après, le système a besoin de cet équilibre-là. Moi, je sais une affaire, là. C'est qu'il y a bien des conseils d'administration d'établissements précédents. Parce que j'en ai rencontré bien du monde. Où les gens, les usagers, venaient me dire, moi, on ne nous écoute pas, puis à les réunions de conseil, on est toujours. Terminez ça. Vous devez avoir votre voix, vous aurez votre voix. Ce que je vous demande, c'est une voix qui fonctionne de la façon dont je vous ai dit. Vous avez un rôle à jouer. Vous êtes les usagers. Ce n'est pas vous, puis je ne pense pas que c'est ça que vous voudriez faire non plus, c'est pas vous qui allez faire la planification des chirurgies cardiaques, là, puis la planification du bloc opératoire. Vous n'allez pas faire ça. Mais vous allez quand même pouvoir dire, par exemple, si je prends cet exemple-là, bien, ça s'est bien passé, ma chirurgie, à l'étage, ça s'est bien passé, pas bien passé, au bloc opératoire, à la salle de réveil, et ainsi de suite. C'est la partie facile, ça. Parce qu'en général, les gens sont contents des services qu'ils ont, c'est rare. Mais c'est quand même votre rôle de faire la surveillance de ça, de faire une évaluation globale ou détaillée ou spécifique, de vous exprimer, de lever le voile sur les choses qui ne fonctionnent pas, de façon, et là j'insiste là-dessus, lever le voile, il faut le faire. C'est la seule manière de faire changer les choses. La seule manière. La seule unique manière. Il faut exposer les choses. À ce moment-là, les gens qui sont en position d'autorité, devant ça, ont l'obligation, certainement sous moi, d'agir. À la fin, on ne peut pas tout faire. Là. Je vais prendre un exemple trivial. Demain matin, on ne transformera pas les CHSLD en Taj Mahal. Ce n'est pas ça que vous demandez non plus. Là. Mais là, c'est la question de la raisonnabilité. Mais ce n'est pas vrai que ce qu'on a vu et entendu dans Charlevoix il y a 2 semaines doit être toléré. Et ce n'est pas vrai que des situations, parce que j'en ai eu plusieurs là, depuis que je suis là, des situations qui sont connues et pour lesquelles les gens d'autorité n'agissent pas, ce n'est pas vrai que ça doit être toléré. Et moi, tous les épisodes qui ont fait la manchette depuis que je suis en poste, malheureusement, je le dis là de façon claire, malheureusement, j'ai été obligé de constater après enquête que quelqu'un avait mentionné quelque chose à un moment donné. Conséquemment, quelqu'un n'a pas agi. Je termine là-dessus. Moi, je veux que vous, qui êtes les quelqu'un, les quelques-uns, soyez convaincus que votre rôle est aussi de dire ce qui ne marche pas, puis en même temps, mon rôle est de faire en sorte que ceux qui reçoivent ces messages-là agissent en conséquence. Je l'ai dit, j'ai hésité là-dessus. Le vent de l'imputabilité, il est levé. Il va atterrir partout.
à date, il y a des gens dans le réseau qui ont été congédiés. Puis je ne veux pas annoncer ici que je vais congédier du monde à gauche et à droite de même, là. Mais ce n'est pas vrai que les gens qui sont en position d'autorité, qui n'agissent pas lorsqu'on lève le voile sur quelque chose de croche, vont continuer à agir comme ça dans le réseau, là. À un moment donné, tout le monde doit prendre ses responsabilités. Et à cet égard-là, vous devez être entendu. Voilà. Alors, j'espère vous avoir rassuré sur ces éléments-là, surtout ceux qui traitent de votre existence, de votre financement et, j'ose espérer, de votre avenir. Mais aujourd'hui, je ne peux pas être plus clair que ça. Je ne pouvais pas être aussi clair l'année dernière, parce que l'année dernière, je n'avais pas tout annoncé encore et mes obligations ministérielles m'empêchent de parler avant que les choses soient annoncées à l'Assemblée nationale. Là, aujourd'hui, ce que l'on fait, je vous le dis. Et l'année prochaine, je vais revenir. Et l'année prochaine, bien, on parlera de l'évolution de ce que je vous ai dit aujourd'hui. Je prends un risque en vous disant ça, parce que faut que je réussisse. Sinon, l'année prochaine, vous allez aller au micro, vous allez me dire que je suis pas bon. Alors, voilà. Alors, je termine là-dessus. J'ai convenu qu'il y aurait une période de questions et gênez-vous pas. Moi, je réponds toujours à toutes les questions, puis vous allez être plus tannés que moi. Alors, vous allez avoir faim à un moment donné. Merci, Dr. Barrett. Je sais que la table, au fond, ne veut pas que je pose la question, mais je vais vous la poser clairement. Est-ce que les comités des usagers peuvent avoir un compte de banque? Alors, il y a une problématique, vous le savez. En ce qui me concerne, la réponse est oui. Alors, la problématique est une problématique qui est d'ordre juridico-tradition-administrative qu'on est en train de résoudre. Alors, vous aurez des nouvelles à cet effet-là dans les prochains mois et je dirais même prochaines semaines.